Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, saison 2. Vous le savez, chaque saison, chaque épisode, c'est une séquence d'une demi-heure environ, à diffuser uniquement les lundis sur notre page YouTube IJC Group. Je m'appelle Israël Jackie Cantave. Voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Wilson Lallo, l'éternel professeur. C'est Mitt Romney, sénateur de l'Utah, qui était candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2012, qui disait ceci à propos du courage politique. Mitt Romney, c'était quand même une preuve de courage dans la mesure où il faut beaucoup de courage pour se présenter devant la presse après un échec aux élections présidentielles. Mais il disait ceci à propos du courage. Le courage politique, c'est quand on agit selon sa conscience en sachant qu'on en paiera le prix. C'est mettre ses convictions profondes au-dessus de ses gains politiques. Oui, il savait ce dont il parlait, Mitt Romney. Donc, autant que Daniel Supplice avant lui, autant que Ronnie Gillot ou Théodore Achille avant lui, autant que d'autres intellectuels qui se sont rangés du côté de Michel-Joseph Martelly, Wilson Lallo avait beaucoup à perdre en soutenant d'abord, mais en participant activement à la campagne de Michel Martelly. Évidemment, comme tout intellectuel, sa place idoine aurait dû être du côté de Mialan Maniga. Mais il avait choisi de collaborer avec Michel Martelly. Est-ce par conviction? Est-ce par opportunisme? Moi, je ne saurais pas vous le dire. Mais ce que je sais, c'est que il a quand même fallu beaucoup de courage pour un intellectuel du calibre de Wilson Lallo de se ranger aux côtés de Sweet Mickey, on va dire, puisque même si Michel Martelly était candidat de la République, était candidat à l'élection présidentielle, mais Sweet Mickey n'était jamais loin. Donc, quand on est Wilson Lallo, se ranger aux côtés de Sweet Mickey dans une campagne présidentielle, quand en face, on a Mialan Maniga, c'est quand même très, très courageux politiquement. Mais il l'a fait. Mais d'abord, voyons qui est Wilson Lallo. Wilson Lallo, c'est une tête bien faite. C'est un cerveau. Et là, je pèse mes mots. Wilson Lallo est économiste. Il est spécialisé en économie du développement et en politique économique. Il a été professeur au CTPEA. Donc, le CTPEA, c'est comme l'ENA, pour ceux qui vivent en France et qui connaissent les institutions, en tout cas les rouages de l'administration française. Le mec, il a été professeur au CTPEA, professeur à l'Université d'État d'Haïti, professeur à l'Université Quisqueya. Évidemment, quand on a une tête aussi bien faite, forcément, automatiquement, on est courtisé par les grandes institutions financières internationales qui sont en Haïti. Et c'était automatique qu'ils deviennent consultants pour les principales institutions internationales, comme le PNUD,
le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et l'UNICEF. Wilson Lalo, c'est un post-gradué à Paris 1. Paris 1, Sorbonne, en sciences politiques et en politique économique. Donc, vous voyez le pédigré de cet homme qui se range dans une campagne présidentielle aux côtés de Michel-Joseph Martelly. Bon, il y a des gens qui disent que tu as une acquaintance familiale par alliance, etc., etc. Mais peu importe. C'est pas la première fois qu'on t'apprend que yon moun, même s'il y a un lien étroit ou familial avec yon candidat préféré choisi, yon l'autre candidat, soit par conviction politique, soit par proximité politique. Mais dans le cas de Wilson Lalo, maintenant, je l'ai dit tantôt, que ce soit par conviction ou par opportunisme, un fait qui est incontestable, c'est que cet intellectuel-là, de ce calibre-là, décidé marcher bon côté Sweet Mickey. Un épisode précédent, me parlé nous de Daniel Supplice qui à un certain moment t'a dit que littéranger le bon côté Martelly, les Martelly pas de fréquentable. Donc Wilson Lalo aurait pu dire la même chose. Et c'était pour lui, yon monde qui misait, et ce qu'on voulait leur jouer à ça, ou miser parce que, en ce sens que, si ou échoué, si ou perdu, ou risqué perdu tout. Si Wilson Lalo te rangé le bon côté Miolan Maniga, tout le monde t'a trouvé ça normal. Et tout le monde t'a, même si Miolan Maniga t'a venu échouer, yo pas t'a tenu rigueur à un homme tant que Wilson Lalo si d'aventure puis devant il t'a décidé font l'autre bagaille. Mais dans le cas de Michel Martelly, imaginez que Wilson Lalo, professeur à l'université, etc., intellectuel de calibre, ça, a rangé le bon Michel Martelly, Sweet Mickey, et vous imaginez en plus que Sweet Mickey, ça, pas de vin président. Donc, ça aurait été la catastrophe, perception que vous gagnez de Wilson Lalo, après complètement changé, transformé. Mais nous prenons tout dans l'épisode ça, malgré la victoire de Michel Martelly. Parenthèse, Wilson Lalo n'en pouvoir tête caléa, pral coûter en pile. Mais continuons et faisons les choses avec méthode. Donc, Wilson Lalo rangeait le bon côté Martelly et évidemment, il devient conseiller économique au moment de la campagne. C'est-à-dire tout ce qui a rapport avec la politique économique du futur pouvoir, en tout cas de l'éventuel pouvoir à venir, c'est Wilson Lalo qui va, qui va orchestrer, qui va charpenter cette politique économique. Ce qui veut dire aussi automatiquement, et ceci c'est dans toutes les campagnes, moun qui dans campagne là participer dans un volet, dans un secteur qui pote intrant yo, qui pote narratif là, qui pote discours de campagne dans secteur ça, forcément li en pole position au moment où campagne a tourné en pouvoir, il y a en pole position pour le vin ministre dans ce secteur ça. Il était normal pour le conseiller économique qui était Wilson Lalo au moment de la campagne, quand est venu le moment où Michel Martelly est devenu président, il était normal qu'il se voyait
au ministère de l'économie et des finances. C'est logique, puisque c'est lui qui a charpenté la politique économique du pouvoir. Qu'il soit en mesure et en position pour appliquer cette politique, ça aurait été d'une logique imparable. Pendant la campagne, on l'a vu, Wilson Lalo n'était pas trop au devant des projecteurs. Il était là, mais il était plutôt en arrière-plan. Mais, je vous le disais, il apportait, au fur et à mesure de la campagne, ses intrants, son discours, ses prises de position et aussi sa vision économique au sein de cette campagne. Mais aux premières heures du pouvoir, c'est-à-dire après les élections présidentielles et la victoire de Michel Martelly, le premier trimestre était une espèce de trimestre de tâtonnement. De tâtonnement. Je dis le premier trimestre, mais j'aurais même pu dire la première année. Mais tâtonnement parce que Michel Martelly, président de la République, n'arrive pas à trouver un premier ministre. Bon, il essaie avec Gérard Daniel Rouzier, ça passe pas. Même si Daniel Rouzier avait beaucoup de qualités, même si Daniel Rouzier avait pignon sur rue, même si Daniel Rouzier était l'homme de presque tout le monde, mais politiquement, ça passait pas. Il a essayé avec Bernard Renaud Ragousse, ça n'a pas marché non plus. Donc, cette tergiversation aux premières heures du pouvoir ont été défavorables à Wilson Lalo parce que, dans un premier temps, il était même pressenti pour être Premier ministre. Donc, ces premières heures du pouvoir lui ont été défavorables dans la mesure où lui, il était beaucoup plus technique que politique. Alors que là, aux premières heures du pouvoir, pour trouver un Premier ministre, c'est les tractations politiques qui valaient beaucoup plus. À ce moment-là, il n'était pas d'un l'IPAT trop important, non, moment, pas trop utile parce que il n'avait pas trop de ramifications politiques, il n'avait pas trop d'influence politique pour le TECAB peut-être, on va dire les choses, peut-être même mener quelques graines députés, président, mener quelques graines sénateurs, président, parce que aux premières heures du pouvoir, le président avait besoin de parlementaires pour pouvoir ratifier le choix de son premier ministre et la déclaration générale de celui-ci par la suite. Donc, la cote de popularité de Wilson Lalo au sein même aussi même de l'entourage de Martelly baissait. D'autres cotes de popularité augmentaient. Nèg qui t'est fait tractation politique qui permettent que le président joigne 3 votes, 5 votes, joigne 2-3 députés contre promesse, évidemment, qui décidaient voter pour Premier ministre. Moun sa yo t'es plus en odeur de sainteté auprès du président de la République. Et les artisans, parce que depuis le début de ce podcast et depuis la saison 1, je vous parle des artisans du pouvoir de Martelly. Alors là, je parle de Thierry Maillard-Paul et de Grégory Maillard-Paul et de Laurent Lamotte. Donc, justement, ces hommes-là, politiquement, étaient beaucoup plus utiles au président dans les premières heures du pouvoir que Wilson Lalo. Donc, il était logique que ces hommes prennent du galon aux côtés de Michel Martelly au détriment de Wilson Lalo. Et quand le choix de Gary Conille
a été entériné par le Parlement, les deux hommes forts que je viens de citer, Thierry Mayapol et Laurent Lamotte, ont jeté leur dévolu sur quelqu'un d'autre pour devenir ministre de l'économie et des finances, c'est-à-dire André-Georges Lemercier. Ils ont réussi petit à petit à réduire l'influence de Wilson Lalot, qui a finalement été recalé au ministère de l'économie, qui, je vais reprendre ça, ils ont réussi à écarter Wilson Lalot, qui a finalement été recalé au ministère du Commerce et de l'Industrie. Wilson Lalot recalé au ministère du Commerce et de l'Industrie alors qu'il convoitait, je vous le disais, le ministère de l'Économie et des Finances. Donc, est-ce qu'il a vécu ça comme une frustration? Oui, c'est un moindre mot. On aurait même pu dire il était en colère. Non, il était frustré. Frustré de perdre le ministère de l'Économie et des Finances pour lequel il a tant bossé au moment de la campagne et se retrouver avec cette portion congrue qu'est le ministère du Commerce et de l'Industrie. Qu'importe, en mars 2012, après la démission de Gary Coney, je vous ai raconté son histoire dans la saison 1, je suis pas obligé de revenir là-dessus. Après la démission de Gary Coney et l'accession de Laurent Lamotte à la primature, Wilson Lalot a conservé son poste au ministère du Commerce et de l'Industrie. Il a été parmi les 6 rescapés du gouvernement Coney qui ont été reportés, qui sont allés faire partie du gouvernement de Laurent Lamotte. Je l'ai rencontré au ministère du Commerce et de l'Industrie, non loin des entreprises qui se trouvent Bois-Trois-Mers, là, dans l'aéroport international, là, pas trop loin. Le ministère du Commerce n'était pas encore à l'avenue des ministères au niveau du Champ de Mars. Le ministère du Commerce était à l'aéroport, sur la route de l'aéroport, non loin du carrefour Trois-Mains. Donc là, je dis que je l'ai rencontré, mais en fait, on s'était rencontrés avant, pendant toute la campagne, on s'est rencontrés, mais c'est là que j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai pris du temps à découvrir un homme, en tout cas, je ne sais pas comment il est avec ses proches, comment il est chez lui, mais au ministère, moi, j'ai trouvé un ministre assez froid, assez distant, un professeur en tout temps. Et c'est pour ça que j'ai titré cet épisode Wilson Lalot, l'éternel professeur, parce que on dirait qu'il était tout le temps en train de dispenser un cours. Même lors de ses interventions devant la presse, je me souviens, on a essayé de faire un exercice de simulation à un moment où il allait présenter et prononcer un discours et présenter une conférence de presse, mais il est sorti complètement de l'exercice et il n'a pas bâclé sa conférence, non, il l'a bien réussi. Mais en même temps, on dirait qu'il était en train de dispenser un cours. C'est cette perception-là que j'ai eue de lui. Et surtout, il était dans une espèce de bulle comme ministre. Il ne s'ouvrait pas vraiment. Il était difficile de savoir ce qu'il pensait. Et comme conseiller en communication, pour bien faire ce travail, il faut une espèce de
proximité avec le ministre, avec l'autorité pour laquelle on fait ce travail. Avec lui, j'ai pas eu cette proximité et pour cause, on s'est vu, je sais pas, au ministère, je suis resté 4 ou 5 mois, mais on s'est vu en l'espace 3 ou 4 fois. Pas assez pour un conseiller en communication de bien faire son travail. Bon, c'est le lot de la majorité des conseillers en communication ou des directeurs de communication dans l'administration publique. Généralement, quand le ministre il arrive avec quelqu'un pour faire sa communication. Et si ce quelqu'un-là qui probablement et généralement est dans son cabinet, si ce quelqu'un-là n'a pas les compétences pour, donc la communication de ce ministre est vouée à l'échec. Moi, qu'on entendait des directeurs de communication, et lors de mon passage à la primature, j'ai rencontré un ensemble de directeurs de communication, il y a directeur de communication, ensemble de ministres. Ministre l'a communiqué, il n'est pas au courant. Et certaines fois, il a découvert en même temps que le grand public, il y a une communication qui sortit dans le ministère que il y a soi-disant directeur communication. Donc, ça fait que il n'y a pas vraiment de communication et une rétention d'informations comme ça au niveau de ministériaux, ça compte la cause que ministériaux très mal passé et finalement ils ont demandé mais qui est-ce qui directeur communication ministère, mais à leur décharge on va finir par nous compte que ministre n'a pas communiqué avec eux. Donc s'il n'y a pas de communication interne, donc la communication externe elle est foutue, elle est biaisée à la base. Donc au ministère du Commerce et de l'Industrie, moi, je suis resté que quelques mois, 4 ou 5 mois, je me souviens même plus combien de temps, mais ça n'a pas duré longtemps parce que je pouvais pas vraiment m'entendre avec le ministre pas parce qu'il ne voulait pas, mais peut-être parce qu'il ne pouvait pas, parce qu'il était dans une espèce de bulle, il était vraiment distant, il ne s'ouvrait pas. Mais ces 4 ou 5 mois que j'ai passés étaient quand même assez pour moi, pour pouvoir voir combien Laurent Lamotte avait peur de Wilson Lalo. Et au début, on dirait même qu'il le méprisait. Mais bon, Michel Martelly, lui, l'aimait bien. Et surtout, Michel Martelly avait conscience qu'il avait besoin de Wilson Lalo, il avait besoin de sa compétence, il avait besoin de son savoir-faire. Bref, il avait besoin de sa facilité, parce qu'il a une certaine facilité à expliquer les concepts, les théories économiques, et Michel Martelly aimait bien ça. Et Michel Martelly répétait souvent, après Wilson Lalo, cette formule: le hasard des coïncidences signifiantes. Oui. Et Wilson Lalo, c'était aussi un bon client. Je vous disais, il avait le verbe facile et donc, il était bonne impression chaque fois qu'on parle avec elle que vous devez suspendre à l'Evely parce que, en fait, il t'a expliqué, c'était un professeur. Mais, en février 2012, et là c'est une anecdote que je vais vous raconter pour expliquer un petit peu ce qu'il y avait comme, je sais pas, une espèce de ressentiment entre les deux, entre Laurent Lamotte et Wilson Lalo. Bon, peut-être que non, Laurent Lamotte ne pouvait pas le blairer, quoi. Parce qu'en fait, il faisait, bon, en tant qu'intellectuel, il était un petit genre pédant. Donc, l'on fait pédanterie dans le domaine politique là, lorsque politiquement, il apportait pas vraiment, parce que
je vous le disais tantôt, il n'avait pas des accointances, en tout cas pas encore, puisqu'il va les avoir sous Jovenel. Oui, et je vais vous expliquer, je vais vous raconter une anecdote qui va vous montrer, ou en tout cas vous démontrer combien il y avait une espèce de ressentiment entre les deux hommes, Laurent Lamotte d'un côté et Wilson Lalot de l'autre. Bon, c'est vrai que Wilson Lalot était un peu pédant quand politiquement tu n'apportes pas grand-chose, et même si économiquement, c'est-à-dire même si intellectuellement tu apportes quelque chose, mais politiquement tu n'apportes pas grand-chose. Donc il était forcément illogique d'être pédant dans le gouvernement, mais il était un peu comme ça. Et en tout cas, Laurent Lamotte le percevait comme ça. Et je vais vous raconter cette anecdote pour vous montrer comment Laurent Lamotte essayait de temps en temps de mettre un peu de sable dans le moteur de Wilson Lalot. En février 2012, je suis encore au ministère du Commerce et de l'Industrie. Le ministre du Commerce est invité à participer à une réunion annuelle de l'AEC à Georgetown, à Guyana. Les préparatifs étaient presque bouclés pour le voyage du ministre. Quand il a envoyé un courrier demandant l'autorisation de déclasser son passeport, vous le savez, avec Laurent Lamotte, je crois que c'est lui aussi qui a initié ça. Quand tu as un passeport diplomatique, le passeport diplomatique ne t'appartient pas. C'est la propriété de l'État haïtien. Donc, si tu te déplaces pour des raisons, si tu déplaces pour l'administration, pour l'État, pour le pouvoir, à ce moment-là, tu pars avec ton passeport diplomatique. Mais au retour, tu dois remettre le passeport diplomatique à une autorité de l'immigration à l'aéroport. Le passeport est renvoyé au ministère des Affaires étrangères et est classé quelque part jusqu'à ton prochain voyage. Donc, si un prochain voyage arrive, tu écris au Premier ministre pour demander l'autorisation de voyager. Le Premier ministre s'adresse au ministre des Affaires étrangères pour lui demander de déclasser ton passeport, et comme ça, tu pourras voyager. Bon, en fait, en termes clairs, même si vous voyez toutes lettres ça ne veut pas dire rien. Donc, passeport à déclasser automatiquement, je dis, je serai le Premier ministre, on dit, écoute, m'a voyagé, et puis Premier ministre, les ministres Affaires étrangères a dit, ministre Affaires étrangères a déclassé passeport intel. Donc, mais Laurent Lamotte avait institué ça, et Wilson Lalot, quand il s'agissait pour lui d'aller à Georgetown, en Guyana, il a sollicité l'autorisation pour voyager. Il l'a pas obtenu, cette autorisation. On lui a indiqué que ce n'était pas une priorité à l'époque. Donc finalement, c'est le directeur du commerce extérieur et moi-même qui avons effectué le voyage. Mais bon, il a fallu prétexter quelque chose quand on est arrivé pour justifier l'absence du ministre, parce que c'était le ministre qui était invité. Bon, on a trouvé un subterfuge pour essayer de noyer le poisson. Mais Wilson Lalot a quand même tenu bon malgré tout ça. Et un jour, on a dû récompenser cet homme en le mettant à la place appropriée, à la place qui lui était due, le ministère de l'économie et des finances. Et ceci est arrivé en 2013. Il y a eu une espèce de replâtrage du gouvernement Lamotte en avril 2013. Et suite à la démission de Marie-Carmel Jean-Marie, Wilson Lalot est enfin arrivé au ministère de l'économie et des finances. Puis s'en suivra par la suite un espèce de jeu de chaises musicales entre Marie-Carmel et lui. Donc, lui remplacer Marie-Carmel vient remplacer, après ça, il vient re-remplacer Marie-Carmel, bref. Il y avait tout ça. Et en 2015, février 2015, il y reviendra définitivement
au ministère de l'économie et des finances après la démission de Laurent Lamotte et son remplacement par Evans Paul. Donc, c'est lui qui va terminer le mandat de Michel Martelly comme ministre de l'économie et des finances. Cependant, son premier passage au ministère de l'économie et des finances coïncide en juillet 2013 avec l'annonce du gouvernement du lancement de ce fameux programme Fonds Petro-Caribé et programme en partenariat avec le Venezuela, vous le savez, on va pas s'étaler là-dessus. Un programme dont le principe, c'est quand même échanger du pétrole vénézuélien contre des produits issus de l'agriculture haïtienne. Mais, on va le voir, ce programme va être une manne financière pour le gouvernement, mais ce programme va être une épine au pied du nouveau ministre de l'économie et des finances, Wilson Lallo. Je dis que cette manne financière qu'est Petro-Caribé est une manne pour les gouvernements qui se sont succédés sous le régime PHTK, en tout cas sous le régime de Martelly, mais une épine au pied de tous les ministres de l'économie et des finances de ces gouvernements, parce que ce sont eux qui décaissent, même si c'est sur ordre, en tout cas sur instruction du Premier ministre, mais ce sont eux qui décaissent. Et on se souvient tous de ce fameux 3 septembre 2018 où Wilson Lallo n'avait pas pu retenir ses larmes lors de son entrevue avec Wendell Théodore sur Métropole. Et on a vu là un père de famille qui était complètement ruiné. Un père de famille qui était frustré, terrassé par les insultes et les calomnies qui lui étaient infligées, parce que quand même, sur les réseaux sociaux, en 2018, déjà depuis la fin du mandat de 2015-2016, mais en 2018, c'était pire. Donc, c'est à longueur de journée qu'il fallait absolument ou pas passer en fil d'actualité WhatsApp ou n'importe qui groupe pour pas ouais qu'il y a lapidé Wilson Lallo par rapport à Petro-Caribé, etc., etc. Bref, les accusations, on les a tous vues. Mais à ce moment-là, Wilson Lallo était chef de cabinet du président Jovenel Moïse. Donc, au micro de Wendell, il a assuré être l'objet d'une espèce de lynchage médiatique. Lynchage politique aussi, orchestré par les politiciens de l'opposition. Donc, Wilson Lallo, pour sa défense, a d'abord nié les accusations dont il faisait l'objet. Il a nié toute implication dans ce que les accusateurs appelaient la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Il révèle que pour lui, c'est des adversaires politiques qui veulent le livrer à une espèce de vindicte populaire. Et tout cela dans le but d'empêcher une vraie enquête sur l'utilisation de ces fonds Petro-Caribé. Donc, l'ancien ministre de l'économie et des finances, le directeur de cabinet de Jovenel Moïse, a pratiquement fondu en larmes. Il a évoqué, et ça, tout le monde peut le comprendre, des souffrances psychologiques
ses parents, ses enfants, en regardant ça à la télévision. Je vous le disais en début d'épisode, il misait gros en se rangeant aux côtés de Michel Martelly. Et il a effectivement reçu une grosse claque. Il rejette les accusations, forcément, en disant et en arguant que un ministre de l'économie et des finances, aussi fort, aussi puissant qu'il puisse être, ne peut pas décaisser en dehors des procédures habituelles de décaissement du Bureau de monétisation de l'aide publique au développement, ce qu'on appelle couramment BMPAD. Il publiera plus tard un livre dans lequel il donnera sa version des faits, bon, ce qui laisse à la postérité la possibilité de juger par elle-même. Le livre s'intitule Haïti, Petro-Caribé et ses déraisons. C'est une autobiographie dans laquelle il essaie de rétablir sa vérité. Il essaye aussi dans ce livre de raconter sa version des faits. On y trouve surtout dans ce livre, on le trouve comme un combattant, quelqu'un qui se défend, quelqu'un qui argumente et quelqu'un qui bon, moi je vous conseille le livre parce que je l'ai lu, je l'ai feuilleté, c'est un livre qui est poignant aussi puisqu'il raconte ses déboires et il raconte ses douleurs dans ce livre. Il a même parlé d'amalgame outrancier, de confusion, d'exagération, de manipulation, de fuite en avant, de chantage, de procès et d'abus à la pelle, comme il l'a écrit dans ce livre. Bon, quoi qu'il en soit, le procès Petro-Caribé n'a toujours pas eu lieu et personne ne peut, en toute honnêteté aujourd'hui, dire que le procès va avoir lieu ou en tout cas fixer une date pour ce procès. Au contraire, on n'en prend pas du tout le chemin. D'ailleurs, ce fameux dossier Petro-Caribé, on n'en parle même plus dans la presse. Et une actualité chassant une autre. Aujourd'hui, même la mort de Jovenel Moïse, on n'en parle pas. Donc aujourd'hui, c'est les gangs, c'est l'insécurité, ce sont les élections. Donc Haïti, c'est comme ça. Donc le procès Petro-Caribé, pour lequel des millions de gens étaient dans les rues, pour lequel des millions de jeunes étaient dans les rues, ce procès n'aura pas lieu. Chacun donne sa version des faits, chacun donne sa vérité. Combien cob la teye, nous pas connaît. Qui est-ce qui décaisse combien, nous pas connaît. Qui ça qui fait à cob là, nous pas connaît. Mais en dépit de sa bonne foi, on peut seulement affirmer que Wilson Lalo, au même titre que d'autres, est l'un des intellectuels qui a accompagné au pouvoir Michel Martelly et il a fait partie amplement des responsables du chaos PHTK. Moi, dans cet épisode, je veux pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je n'ai pas à juger qui que ce soit. Ce n'est pas ce que veut faire. Ce n'est pas l'objectif de ce podcast. C'est fixer les responsabilités.
Donc, on a vu que les oligarques avaient leurs responsabilités dans le chaos. On vient de voir que les intellectuels ont leurs responsabilités dans ce chaos. Nous allons le voir un peu dans les épisodes à venir que les médias ont leurs responsabilités dans ce chaos. Mais ce chaos auquel on assiste, ce chaos qui nous touche de plein fouet, n'aurait jamais été possible sans le soutien, que dis-je, soutien, sans l'aval de la communauté internationale. Et quand je dis communauté internationale, voyez, en filigrane, les États-Unis. Ils ont préparé, ils ont planifié, ils ont mis en place et ils ont profité de ce chaos. L'oncle Sam, artisan du chaos, c'est le thème du prochain épisode de IJC, le podcast, saison 2. À venir la semaine prochaine. IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir, saison 2, épisode 5. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, lundi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et comme dit un vieux proverbe haïtien, bourrique fait petit, c'est pour dos le poser. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre page YouTube IJC Group, sur notre page Facebook IJC Group, sur notre page Instagram IJC Group, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner sur notre page YouTube en cliquant sur la petite cloche en haut et à droite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 5 de la saison 2 de IJC, le podcast, un journaliste dans les coulisses du pouvoir.